comme je vous ai dit, dans le but de maîtriser l'utilisation du logiciel robot dans la modélisation, la conception et le dimensionnement des bâtiments en béton armé, j'ai choisi un exercice pour un bâtiment réalisé avec le logiciel Arch Ossature. Comme je vous ai dit, lorsque j'ai comparé les deux logiciels, je vous ai dit que, ok, donc Robot, c'est un logiciel qui est très très performant dans la résolution des structures barres ainsi que dans l'étude des structures plaques et coques. Je vous ai dit qu'il est aussi dédié pour étudier les bâtiments aussi en béton armé, mais ça reste toujours le logiciel le plus utilisé dans la Tunisie essentiellement. C'est le logiciel Arch pour l'étude des bâtiments en béton armé. C'est à travers Arch Ossature, qui est une partie de Arch. Arch est divisé en trois parties. Arch Ossature, Arch Eiffel et Arch Mélodie. Arch Ossature, c'est pour la modélisation des bâtiments en béton armé. Arch Mélodie, c'est pour la modélisation des bâtiments en charpente métallique. Et Arch Eiffel, c'est pour l'étude des éléments plastiques. Donc, là, euh, pourquoi on utilise Arch Ossature pour la modélisation des bâtiments en béton armé? Parce que c'est plus simple au niveau de la modélisation et aussi euh, les résultats en termes des plans d'exécution et aussi les performances. Aussi Arch Ossature, il est très très performant au niveau du calcul des descentes de charge. Donc, c'est vrai qu'au robot aussi, elle est performant, mais toujours, on a besoin des conditions supplémentaires afin de décrire finalement le comportement réel de notre modèle. Donc, personnellement, si j'ai un bâtiment en béton armé, sincèrement, j'utilise H. J'utilise H parce que, comme je vous ai dit, c'est plus rapide au niveau de la modélisation, c'est plus fiable. Euh, Aussi, robot aussi, c'est plus performant, mais c'est plus facile, c'est plus pratique. La modélisation, elle est beaucoup plus simple que robot. Mais je connais des bureaux d'études qui maîtrisent et qui utilisent aussi robot, même pour l'étude des bâtiments en béton armé. Donc, c'est pour cette raison, aujourd'hui, j'ai choisi de modéliser cette structure-là. Et du point de vue géométrie, il est un peu compliqué. Euh, c'est pas beaucoup compliqué, mais quand même, c'est pas classique. Et aussi, si on va parler des structures pour les éléments porteurs, donc on parle de différents types des structures dans le domaine des bâtiments en béton armé. Le plus connu, le plus rencontré, sont les structures poutre-poutre. Ok. Donc, c'est-à-dire pour les bâtiments classiques, pour les immeubles R+, existent dans notre région, généralement, ce sont des structures poteaux-poutres et avec des dalles utilisées essentiellement des dalles en corps creux et et des planchers en dalles pleines, essentiellement pour les planchers au sous-sol. Rien de classique. Mais bien sûr, c'est pas uniquement ça. On a les éléments, pour les éléments porteurs, on peut trouver les structures portiques. Les structures portiques, c'est pour minimiser le nombre des appuis et donc pour minimiser le nombre des poteaux. Comme on peut rencontrer, et surtout en France, la structure mur-voile plancher. La question pourquoi, là, c'est pour minimiser, on cherche à minimiser le nombre des appuis, le nombre des poteaux, ainsi que les surfaces des appuis. Si je vais considérer un bâtiment avec des poteaux, je vais trouver que la charge appliquée sur le poteau est importante et donc en fonction du nombre des étages, je peux avoir des dimensions très importantes des poteaux. Par contre, si je vais exécuter des mirepoix, donc j'obtiens un élément plus lent au niveau de l'appui et donc ça nous permet de minimiser la largeur des appuis et au lieu d'avoir des poteaux de grande dimension, je peux avoir des mirepoix au pur des cas d'épaisseur 15 cm. Et comme vous voyez, là, il s'agit bien d'une structure avec un mélange entre des appuis en termes de poteaux ainsi que des mirepoix. Donc, comme je vous ai dit, ok, donc
je vais commencer. Nous avons deux objectifs dans cette deuxième partie-là. Le premier objectif, c'est de modéliser en 3D des éléments bas, parce que dans la première partie de la formation, c'était les éléments plaques, quel que soit le réservoir, le piscine. C'était des éléments coques et des éléments plaques, et c'était un calcul élément fini. Et donc, on n'a pas parlé, on n'a pas commencé de modéliser des structures bas. Là, c'est une parenthèse qu'on doit, c'est un point sur lequel on doit parler sans les méthodes de calcul. Donc, si je, si je parle de robots, donc pour l'étude des éléments plaques, j'utilise la méthode d'éléments finis. Pour les éléments, pour la résolution des éléments barres, pour les structures barres, donc il utilise les méthodes de la RDM classique. Il utilise la méthode de la RDM classique, il utilise la méthode 3 moments pour la résolution des poutres continues. Et bien sûr, dans le domaine des bâtiments en béton armé, on cherche toujours à avoir des structures hyperstatiques afin, bien évidemment, de maîtriser, de minimiser la section de coffrage et la section d'armature. Donc, bien sûr, toujours, maintenant il faut faire attention, toujours les structures isostatiques ne sont pas les bons choix, parce que les efforts internes dans une structure isostatique sont beaucoup plus importants qu'une structure hyperstatique. Donc si vous avez la possibilité de réaliser une poutre continue, une dalle continue, une nervure continue, n'hésitez pas, parce que ça vous permet de minimiser la section, non pas uniquement de béton, mais aussi la section d'armature, et donc la section de l'élément et le ratio de béton, le ratio de l'acier dans le béton. Vous savez que dans les éléments poutres, il faut avoir quand même un ratio entre 80 et 120 kg par mètre cube pour l'acier. Sinon, vous avez un problème. Ou bien vous avez un volume de béton qui dépasse le nécessaire. Si vous avez trouvé un ratio d'armature dépasse le 120 kg par mètre cube dans l'élément dimensionné, c'est-à-dire vous avez mis une section d'armature surestimée dans l'élément considéré. Bien sûr, vous connaissez que dans le domaine c'est-à-dire, il y a des contraintes architecturales, parfois j'ai des retombées maximales à ne pas dépasser dans les poutres. Donc, si vous avez arrivé à la hauteur maximale de la poutre et vous avez trouvé un ratio important, donc c'est pas, on peut rien faire dans ce cas-là parce que j'ai atteint la limite. Mais, donc, bien sûr, dans Arch comme dans Robot, il y a plusieurs méthodes. Ou bien je vais modéliser moi-même les éléments barres, les éléments poteaux et les éléments voiles en utilisant les commandes nœuds, lignes de construction et barres. Comme je peux importer un fichier DXF. Mais dans la majorité des cas, dans Arch, dans la majorité des cas, on utilise la méthode d'importation par couche ou bien la méthode d'importation générale. Dans Robot, généralement, puisqu'on a la commande de créer les lignes de construction, je préfère modéliser moi-même la structure. Donc, regardez ici la vue en plan de la structure, c'est celui-là. Comme je vous ai dit, elle est composée par des poteaux, des poutres et des murs voiles. Donc, hachurés rouges sont les murs voiles, et vous avez ici, vous avez ici même une partie en porte-à-faux sous forme d'un demi-cercle. Donc, je vais essayer de vous modéliser cette structure-là, et vous avez ici, donc, comme je vous ai dit, on va travailler ensemble afin de maîtriser ça. Vous avez un rez-de-chaussée, un étage de 3. Donc, vous avez R plus 3. R plus 3, c'est ça. Donc, étage courant, et vous avez un rez-de-chaussée plus 3 étages. Donc, on va créer le premier étage, on va effectuer une copie par translation. Ok. Donc, la première chose, donc ici, c'est la grille qu'on peut afficher dans Arch. On peut spécifier ici les dimensions de la maille, donc 1 mètre par 1 mètre. Là, dans Robot, donc je vais d'abord, pour le choix de type de projet, je vais travailler dans le type. Ok, la question qui se pose ici, vous avez une commande qui vous permet d'étudier les bâtiments en béton armé. Travailler ici ou bien dans le type c'est pratiquement la même chose, mais dans le type c'est, comme je vous ai expliqué dans la première
science, c'est la commande, c'est l'environnement de travail qui vous permet de modéliser n'importe quelle structure dans le domaine du génie civil et quel que soit, quel que soit, quel que soit charpente métallique ou bien les ouvrages les bâtiments en béton armé ou bien les réservoirs et les éléments plaques et coques. Ben, donc, donc c'est ici, travailler ici ou bien ici, mais je préfère toujours travailler dans l'étude d'une code parce que, comme je vous ai dit, elle est, elle est très, très générale. Elle est très générale et vous avez dans cet environnement de travail, vous avez pratiquement toutes les commandes qui vous permettent de modéliser les différents éléments en béton armé, éléments barres, éléments plaques et éléments coques. La première chose, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est de commencer par la définition de l'axe. Donc, je ne vais pas répéter ici que vous devez ici arriver dans OT préférence de la tâche. Vous pouvez vérifier ici les unités des forces et en fonction des forces qu'on va appliquer après, poids propre des dalles, la charge d'exploitation, poids propre des murs. Donc, on va voir après quelle unité elle va être indiquée dans le fichier qu'on utilise maintenant. Dans la norme de conception, bon, je ne vais pas regarder ici parce qu'il s'agit bien d'une structure en béton armé. Et comme je vous ai dit, on va étudier les structures en béton armé ou bien selon l'Eurocode 2 ou bien selon le BAOL 91. Dans les pondérations, c'est important aussi dans la création des combinaisons de charges. On va travailler ici, on travaille avec le BAOL 91, on est obligé de choisir le BAOL 91 pour la création des combinaisons de charges, quelles que soient les combinaisons manuelles ou bien les combinaisons automatiques. Donc, bien sûr, je vais vous présenter ici une méthode. Bien sûr, ce n'est pas l'unique méthode, mais comme je vous ai dit, l'objectif c'est unique. Un seul objectif, c'est de maîtriser les différentes commandes, simples et compliquées, pour maîtriser la modélisation. Et j'ai choisi la j'ai pas choisi un modèle simple, c'est là pour à la fois ni simple ni compliqué, pour bien, comme je vous ai dit, pour bien maîtriser les différentes commandes. On ne va pas garder uniquement un exemple qui nous permet de créer des éléments barres droits. Donc là, j'ai utilisé arc et comment on va créer cet arc-là avec la création d'une dalle ou bien d'un plancher sous forme d'un demi-cercle. Donc, je vais commencer comme première étape par la création de cette grille-là. Parce que après, j'ai besoin d'implémenter le poteau. Ici, comme je vous ai dit, dans Arch, on peut créer une grille telle que la largeur et la longueur des mailles égale 1 mètre. Ok? Donc, je reviens ici et je vais aller donc toujours pour le Z, c'est selon la hauteur de la construction. Donc, je vais commencer par la création du premier étage avec je vais considérer ici que la hauteur de, par exemple, le rez-de-chaussée à usage commercial, donc je vais choisir comme hauteur sous plafond 3,2 mètres. Ok? Ok, partir. Usage d'habitation pour les autres étages et je vais fixer une hauteur égale à 2,8 mètres, bien 3 mètres. Mais pour le X, regardez ici, je vais créer donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pourquoi pas. 1, 2, 3, bon, je vais compter ici. Et donc, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, je vais créer 13 espacements de 1 mètre. Donc, je reviens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de 1 mètre, comme l'argent. Qu'est-ce qui fait là? Je vais créer, 13 ou bien 14, c'est pas un problème. 14 de 1 mètre. Appliquer, regardez maintenant. Là, j'ai besoin de cette grille-là et je vais afficher le plan XY. Ok, donc là,
voici la grille dans laquelle je vais travailler. Bien sûr, il n'y a pas une obligation le plus important que je peux implémenter la totalité des éléments qui constituent notre ouvrage à l'intérieur de cette grille. Donc, je vais commencer étape par étape. Donc là, je vais commencer par la création des nœuds et je vais spécifier l'emplacement des poteaux. Donc, le poteau numéro 1, il est ici. Bon, je vais commencer peut-être par le... Ben, ok. Je vais considérer ça l'origine de repère. Ok. Donc ici, j'ai un 1. Voici l'origine de notre repère. Ok. Bad, je vais aller... Ok. Je vais aller 3 mètres pour avoir le poteau numéro 1. Donc ici, 1, 2, 3. Donc voici l'emplacement du premier poteau. Donc je vais afficher ici le nombre des nœuds, le numéro des nœuds. Donc le nœud numéro 1, c'est le poteau numéro 1. Après, à 3 mètres, je trouve le poteau numéro 2. Après, à 2 mètres, je trouve le poteau numéro 3. À 2 mètres, 3 mètres vers le haut, je trouve le poteau numéro 4. Donc, je vais revenir ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens à l'origine et je vais monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'origine 6 pour avoir le poteau numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici le poteau numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bad, à 3 mètres, j'obtiens le poteau numéro 6. Après, pour le numéro 7, c'est à partir de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'obtiens le nœud numéro 7 qui représente l'emplacement du poteau numéro 7. C'est ça? Donc 3, 5. 3, 5, c'est ça. Bad. Pour le 8, à partir de 6, 3 et 3. Donc là, à partir de 6, 3 et 3. Voici le poteau numéro 8. Donc 3 et 3. À partir du 8, pour avoir le 9 de pas. Après, 3, 2. Pour avoir le 11 et pour avoir le 10. Normalement, si j'ai bien... C'est faire le 11 2 2 يظهر لي مش 3. Le 11, c'est 1, 2, 3 et monter 2 points. Ah, 10, 10, 2, 2, ok. 10, 2, 2. Donc, je vais vérifier pour le 10. Donc, le 10, c'était 2, 2. Donc, ah, ok, j'ai inversé. C'est pas un problème. Ben, donc, là, voici l'emplacement des différents poteaux. Et bien sûr, le poteau ici, il est de hauteur 3,2 mètres. Donc, je vais afficher le 3D. Et vous avez ici, il suffit maintenant de sélectionner ces poteaux-là, ces nœuds-là plutôt. Et je vais aller dans édition, transformer par translation. Ou bien, je vais taper ici 0 selon x, 0 selon y et 3,2. Ou bien, je peux utiliser le curseur de ce niveau-là à ce niveau-là. Et donc là, je vais spécifier l'extrémité de nos poteaux. Bah, j'ai là, ok. Et je vais commencer de créer ces poteaux-là. Regardez là, les poteaux sont de dimension 20 cm. Ok, donc comme je vous ai dit, c'est un projet français. Donc c'est pour cette raison, vous allez trouver peut-être des dimensions un peu, donc des dimensions non classiques. Pour nous, donc généralement pour les poteaux porteurs, on commence à partir des poteaux de dimension 22 cm comme section minimale du couvrage, à part bien sûr les poteaux pour les décorations, les entrées, donc peut-être les géométries est un peu différente. Mais pour les poteaux porteurs, donc les dimensions minimales sont 22 cm et bien sûr comme armature minimale de section 12 mm comme diamètre.
Les bases dans le domaine des constructions. Mais donc, ici, donc, dans cette fenêtre-là, je dois spécifier qu'il s'agit bien d'un poteau en béton armé. Et donc, je vais cliquer sur le 3 points afin de, de spécifier le béton. C'est bon, très bien. Béton 25, donc c'est un béton tel que la résistance à la compression égale à 25 mégapascales. Deux sections, bon, rectangulaires ou bien carrées. Je vais nommer ça poteau béton armé. Et je vais spécifier les dimensions en centimètres, 20 cm par 20 cm. Ajouter. Donc, j'ai précisé le type, j'ai précisé la section, et donc il suffit maintenant de créer ce poteau-là. Donc, regardez ici, j'affiche le croquis. Ici, vous avez le croquis des profilés. Donc, vous pouvez arriver ici dans bouton droit, attribut, c'est pour afficher les caractéristiques des éléments modélisés. Et là, dans c'est quoi l'élément modélisé pour le moment? C'est une barre. Donc, je clique sur barre et je clique sur les jantes par couleur. OK? Bien. Donc, c'est la même méthode là. Je vais aller par la suite au poteau numéro 11, poteau numéro 9, poteau numéro 8. Voilà, tout simplement, je sélectionne le poteau. Je vais aller dans édition, transformer par translation, et de ce nœud-là, vers le 4, vers le 3, vers le... Ah non, du 4 vers le 3, du 3 vers le 2, du 2 vers le 1, ainsi de suite. Hein? Donc les deux, comme je vous ai dit, il n'y a pas une unique méthode, mais la méthode la plus efficace et surtout la méthode la plus rapide. C'est ça, le plus important. Poteau numéro 6, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, je dois vérifier. Parfois, il est un peu compliqué au niveau de la modélisation 3D. Donc, là, donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, vous avez 11 poteaux. C'est bon. Donc, je désactive l'affichage des nœuds. Mais n'oubliez pas, puisqu'il s'agit bien d'un RDC, d'aller ici dans Appui. Là, on n'a pas un problème au niveau des appuis. L'autre fois, c'est toute une séance. On a parlé sur les définitions des appuis pour les éléments plats. Maintenant, là, on parle des appuis rigides. Des appuis rigides classiques. Ben, il s'agit bien d'une fondation. On va commencer par les semelles isolées. Donc, là, on va choisir des appuis nodaux et encastrement. Là, bien sûr, si je vais vous présenter le ferrillage d'un poteau au niveau de la semelle, rappelez-moi de vous envoyer un plan AutoCAD typique pour la préparation des plans de coffrage pour le domaine des bâtiments. Donc, vous avez ici poteau. Et donc, au niveau de la semelle, comme ça, donc là, vous allez avoir les barres de poteau. Ils vont continuer comme ça. Et je vais avoir ça pour assurer l'encastrement entre le poteau et la semelle. Donc, là, il s'agit bien de l'encastrement. Donc, tranquillement, là, je vais sélectionner ici encastrement et ou bien directement avec le curseur, ou alors je vais cliquer ici dans sélection actuelle et je vais sélectionner les nœuds de la partie inférieure de tous les poteaux. Donc là, je clique sur cette icône-là et je vais cliquer sur sélectionner finalement les nœuds et je clique sur appliquer. Donc, comme ça, j'ai créé des appuis et qui représentent ici finalement la semelle, l'appui pour notre structure pour assurer sa stabilité, ainsi que bien sûr c'est la fondation dans la réalité. Bah, je continue. Vous avez des murs voiles. Là, il s'agit bien des murs voiles porteurs. Dans le domaine dans la majorité des bâtiments dans le domaine
Donc, dans le domaine des bâtiments, donc, voilà, pour les bâtiments classiques, donc, la structure porteuse, la majorité des cas, si vous avez un bâtiment classique ou bien un immeuble classique, système poteau-poutre, et vous avez au niveau du sous-sol un mur de scellement, son rôle c'est pour le soutien, ou bien pour maintenir la stabilité, et qui sollicite, et ce sont des éléments sollicités uniquement par la poussée de l'entrée. Et vous avez des murs voiles, généralement uniquement au niveau de cage ascenseur, c'est pour la stabilité horizontale des bâtiments et aussi pour l'ascenseur. Mais on parle des murs voiles uniquement lorsque vous avez besoin de contrebander votre structure ou bien vis-à-vis la charge sismique ou vis-à-vis l'action du vent si on parle des bâtiments élancés. Donc là, comme je vous ai dit, dans les bâtiments dans les différentes régions de la Tunisie, généralement, uniquement pour des bâtiments élancés, on utilise des murs voiles pour stabiliser le bâtiment vis-à-vis des actions horizontales. Les actions horizontales dans notre région, uniquement à l'action du vent. Si vous avez une zone sismique, donc pour stabiliser le bâtiment vis-à-vis la charge sismique, donc on va stabiliser le bâtiment par des murs voiles. Mais là, il ne s'agit pas d'une zone sismique, mais ce sont des murs utilisés comme étant des éléments porteurs et qui vont supporter la charge générée par les dalles. Donc, c'est à la fois des murs voiles, comme je vous ai dit, regardez ici, ce sont des murs d'épaisseur 15, et donc son rôle, ce sont des murs porteurs, et ça va nous permettre de minimiser le nombre des poteaux, ainsi que, comme je vous ai dit, la largeur des accords. Donc, regardez là, vous avez un. Oh, je vais commencer par le. Ok, je vais commencer par ce mur-là. Donc, je vais commencer par un par un. Allez, je vais commencer par le mur numéro 1, de longueur 3 mètres, de hauteur 3,2, bien évidemment. Et donc, ça commence à partir de l'origine. Donc, là, je reviens ici. J'affiche le plan X, Y. Et je reviens à l'origine, à 1, donc voici l'origine, et je vais créer ici un mur voile. Donc, je reviens à l'affichage en 3D, et voici ça l'origine, normalement, ok. Donc, j'arrive ici, dans Polyline, voilà, j'utilise objet, kiff, je peux utiliser les éléments de structure et mur voile. Les trois commandes vous permettent de modéliser des murs voiles. Peu importe la commande que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser Polyline, contour, n'oubliez pas d'arriver ici au niveau de paramètres et cocher panneau, comme la même démarche qu'on a déjà effectuée pour la création des murs voiles et des radiers dans les projets qu'on a réalisés. Oui. Vous avez une question? Allô? Quoi? Est-ce que vous avez une question, Régis? Ok. Monsieur? Oui, Régis, je vous entends. Non, pas de question. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, la première commande, c'était, comme je vous ai dit, là, de créer contour. Regardez ici, c'est très général. Ça vous permet pas uniquement de créer des rectangles et des carrés, mais ça vous permet de créer n'importe quelle géométrie. Donc, c'est pour cette raison que j'utilise beaucoup cette commande-là parce que c'est très général. Et lorsque on va créer des éléments caractérisés par une épaisseur et un matériau, n'oubliez pas de cliquer et de cocher panneau. Face au bardage, elle est très très utilisée dans le domaine des bâtiments en béton armé et aussi dans le domaine des charpentes métalliques. Si vous avez des surfaces, si vous allez créer des surfaces, son rôle c'est uniquement la répartition des charges. Si vous avez par exemple les planchers en corps creux, dans des planchers en corps creux, il n'existe pas d'enrobant. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de créer une surface dont on va utiliser l'option face au bardage, sans poids propre. Le poids propre de cette surface-là égale à 0. Et pour cette surface-là, je vais préciser le sens de répartition de la charge et je vais appliquer sur cette surface-là le poids propre de la dalle. Et comme ça, je suis arrivé à modéliser
le panneau encore gris. Donc, ok, donc je clique sur panneau et par la suite dans géométrie, là, je vais créer ici le nœud 1, nœud 2, nœud 3, nœud 4 et je dois revenir au nœud numéro 1 pour la fermeture et pour la création du panneau. La même commande existe aussi dans objet, mais l'objet c'est pour créer des surfaces connues, régulières, classiques. Voilà. Vous pouvez utiliser l'élément de construction qui vous permet de créer des poteaux, des poutres, des dalles et aussi des murs bois. Regardez là, si je vais utiliser cette commande-là, je vais créer un contour et pour ce contour-là, je vais arriver ici par la suite dans épaisseur élément fini pour préciser l'épaisseur et le matériau. Par contre, si je vais travailler ici dans voile, à la fois, je vais préciser l'épaisseur ici. Et donc, j'arrive ici en cliquant sur le 3 points d'afficher cette même fenêtre-là. C'est comme si les différentes options sont intégrées dans la même fenêtre. Donc, origine et extrémité, et vous allez préciser ici la hauteur. Directement, le robot, il va créer ce panneau-là, ou bien ce mur voile là. Ok? Donc, on va utiliser les différentes commandes, bien évidemment. Donc, je reviens. Donc, je vais utiliser la commande 1, l'option 1. Donc, de 3 mètres. Ok, très bien. Donc, j'utilise polyline. Je coche contour. Paramètre, je dois cliquer sur panneau. Et par la suite, donc, 1, 2, de longueur 3 mètres, donc 3 mailles, donc 3, 4, et je dois revenir au nœud numéro 1 pour créer ce panneau-là. C'est-à-dire le panneau pour le panneau numéro 1, bien pour le mur voile numéro 1. Pour ce mur voile là, je dois revenir maintenant dans épaisseur élément fini. Je vais télécharger, je vais créer une nouvelle épaisseur, mur voile. Et je vais indiquer qu'il s'agit bien de mur voile d'épaisseur 15 cm. Et ici, je vais préciser qu'il s'agit bien d'un béton 25. Ajouter, fermer. Donc, je clique sur le panneau, et tout simplement, je clique ici, je sélectionne le panneau et je clique sur appliquer. Les deux démarches sont correctes. Pour vérifier, donc vous pouvez cliquer sur le bouton droit attribut, panneau, et pour ce panneau-là, vous pouvez appliquer, cocher la commande épaisseur pour afficher l'épaisseur réelle du panneau. Ben, c'est pas uniquement ça, on n'a pas terminé. Pour chaque élément, on doit avoir un appui. C'est pour la stabilité de l'ouvrage. Cette fois-ci, il s'agit bien, c'est pas la même chose que dans les anciens projets qu'on a été déjà créés. Là, les murs voiles ou bien sont supportés par une longuerie. Et donc ici, la nature de liaison, il s'agit bien d'une articulation ou bien par une semelle filante. Et dans ce cas-là, on parle des encastrements. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les murs voiles, ou bien ils sont des murs encastrés, murs voiles, ou bien des murs justement, ou bien ils sont encastrés, ou bien ils sont articulés. Et quand je peux avoir l'encastrement, si vous avez une fondation, si la fondation, il s'agit bien d'une semelle filante, et s'il s'agit bien d'une longuerie, donc la liaison, c'est l'encastrement, c'est l'articulation. Donc, il s'agit bien d'une semelle filante dans ce cas-là. Donc, je reviens ici dans appui. Je garde toujours la flèche à côté de l'encastrement, mais il faut faire attention, il faut cliquer sur linéaire. Il s'agit bien d'une fondation, d'un appui linéaire. Et je clique sur l'extrémité inférieure du panneau qu'on a créé. Okay? Donc là, j'ai arrivé à simuler le premier
mur voie. Je reviens, le deuxième, donc ça fait ici, hein, donc vous avez 3 murs voie, de même épaisseur toujours, et là, vous avez 3 mètres, 2 mètres. Et ça commence à partir de 3 mètres par rapport à l'extrémité de mur voie numéro 1. Donc là, on parle d'un mur voie dans son départ, ça commence ici. 3 mètres, après 3 mètres et après 2 mètres. C'est exactement ça. Je utilise la deuxième commande. Donc là, c'est la même commande. Ok, vous allez trouver la même chose. Sauf que, elle va demander uniquement 3 points parce qu'il connaît dès le début qu'il s'agit bien d'un rectangle. Même vous pouvez utiliser la commande 2 points uniquement. Comme indiqué déjà, premier point, deuxième point. Mais toujours, il faut faire attention que il faut cocher panneau. Il faut cocher panneau. Sinon, vous allez créer juste une surface pour la répartition de la charge et sans spécifier ni la hauteur ni le matériel. Mais regardez ici, dans quel plan vous allez exécuter ce mur voile-là? Bien sûr, c'est dans le plan X, Y plutôt. Non. C'est dans le plan XZ. C'est dans le plan XZ. Le point numéro 1, celui-là. Point numéro 2. Et le point numéro 3, c'est le 3 mètres. Donc, je vais effectuer une légère rotation pour spécifier le point numéro 3. Non. Ok, je répète. Donc là, ok. Normalement comme ça. Voici le point numéro 1, le point numéro 2 et le point numéro 3. Le point numéro 1, le point numéro 2 et le point numéro 3. Là, c'est parfait. Là, le point numéro 1, le point numéro 2 et le point numéro 3. C'est-à-dire les 3 murs voies. Et pour finir, 2 choses. Je dois créer les appuis, toujours l'encastrement. Et je dois créer aussi une épaisseur, mais déjà, l'épaisseur a été déjà préparée. Donc, il suffit ici de sélectionner les 3 panneaux, ou là, avec cette méthode-là, ou bien arriver ici, cliquer sur plus, panneau numéro 13, 14, 15, avec contrôle toujours pour sélectionner tous les éléments, et je clique sur appliquer. Donc, je suis sûr maintenant que l'épaisseur a été affectée à ces parois-là. J'avance. L'autre mur, c'est ça. Le mur numéro 5, ça commence d'ici jusqu'à ici. Donc, de longueur 3, 6, 9 mètres. De longueur 9 mètres, à partir de 2 mètres par rapport au poteau numéro 3. Il doit mettre 2 mètres par rapport au 3. Donc, et le poteau numéro 3, je vérifie avec le 9. Ça, c'est le poteau numéro 3. Il commence d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à ici. Donc, normalement, jusqu'à l'autre poteau. C'est notre modèle décoratif. C'est ça, c'est parfait. Je vais utiliser cette fois-ci éléments de construction. Là, pour jouer avec les différentes commandes. Et dès le début, je commence avec la sélection de l'épaisseur qui a été déjà créée. Épaisseur miroir. L'origine et l'extrémité, la hauteur 3,2 mètres. Regardez ici, en bas ou bien en haut. Regardez en bas si vous allez sélectionner les extrémités supérieures du miroir. Et cochez en haut si vous allez sélectionner la partie inférieure de l'origine et l'extrémité de la partie inférieure du miroir que vous allez créer. Donc, on ne va pas créer d'ici là. Non, comme ça. L'origine, c'est celui-là. L'extrémité, 3, 3, 3. C'est celui-là. Non. Je répète. Allez. La hauteur, c'est 3,2 mètres. L'origine,
celui-là. Et l'extrémité, c'est celui-là. Ok, très bien. Directement à être créé. C'est plus simple que le nôtre. Si vous allez sélectionner l'extrémité supérieure de l'origine de l'extrémité, il faut mettre ici 3,2 la hauteur toujours, mais en bas de Z. Donc vers le bas. Les deux qui font. Mais l'avantage ici, c'est que l'épaisseur a été affectée automatiquement puisqu'on a sélectionné le type de l'épaisseur pour le panneau qu'on va créer. Bouton droit, attribut, panneau, et je désactive, je n'ai pas besoin de ça, je désactive l'épaisseur des éléments. Mais je finis avec l'appui, et donc rapidement, c'est un appui en 4 traits linéaire. Mais après, il nous reste, ah ok, c'est quoi ça? Le 5, donc le 6. Le 6, le 7 et le 8. Rapidement, donc le 6, il se trouve où? Au-dessus du poteau 5 de combien? De 3 mètres. Ben, le poteau 5, c'est celui-là. Ça commence ici. Voici le nœud, le premier, l'origine du panneau numéro 1. Donc, j'utilise toujours ça. Je sélectionne l'épaisseur miroir, 3,2 en haut, et l'origine, c'est à 3 mètres, donc c'est ici jusqu'à là. Bas, 2 mètres, d'ici là. Après, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mètres, donc d'ici là. Très bien. C'est-à-dire, le mur voile. Donc l'épaisseur a été créée. Juste, je vais avancer par la création des appuis. Sinon, je vais avoir après, bien évidemment, des instabilités au niveau de notre structure. Ok. Donc, normalement, il nous reste un seul mur voile. C'est le mur qui est incliné ici de 30 degrés par rapport au vertical. Il y a le mur numéro 9 de longueur 4 mètres, incliné de combien? De 30 degrés. Bien. Je vais créer ici un mur en bois de hauteur 3,8 mètres d'ici jusqu'à là. Non. Je dois préciser toujours le 3,8. Ici. Et bien évidemment, je vais faire tourner ce mur-là d'un angle de 30 degrés. Bon, c'est vrai que c'est un peu délicat avec robot, mais je vais ici. Donc là, ok, de 30 degrés vers l'autre sens, à partir de ce point-là. Je sélectionne le panneau, je vais aller dans édition, toujours transformer pour engendrer des modifications au niveau des éléments de la structure, et je vais choisir la commande rotation. Ok, c'est ça. Début de l'axe, je vais désactiver l'affichage des appuis. Début de l'axe, c'est celui-là. L'autre axe, c'est celui-là. Et l'angle, je vais mettre 30 degrés. Déplacer. Appliquer. Ok. Ok. Des sens positifs de x. Donc, c'est moins 30 degrés. Je reviens avec CTRL Z. Je sélectionne le panneau. Je vais aller dans édition. Transformer par rotation. Déplacer. Pas copier, déplacer. L'origine, c'est celui-là. L'extrémité, c'est celui-là. Et pour l'angle, je vais mettre ici moins 30 degrés. Normalement, maintenant, parfait. Puisque j'ai utilisé cette commande-là, donc l'épaisseur a été affectée. Et il me reste uniquement de créer des appuis pour ce mur voile-là. Très bien. Donc, du point de vue
éléments ont été créés, du point de vue appui, du point de vue dimension de la section transversale pour les poteaux, très bien. Et pour les murs voiles, hein, les, les, les épaisseurs ont été affectées ainsi que les appuis. Donc maintenant, c'est bon pour les éléments verticaux. Je vais enregistrer le fichier. Ouais. Je vais commencer maintenant par les poutres. Bien évidemment, là pour les poutres. Et on va finir avec les panneaux, bien évidemment. Donc vous avez ici la poutre 1, appuyée sur le poteau de l'extrémité et sur le mur voile. Puisqu'il s'agit bien d'un mur voile porteur, est-ce que les dimensions sont indiquées? Donc 20 sont de dimension 20 cm. Ah, ok. Les poutres sont 20-30. Ok. Les poutres sont des dimensions 20-30. La largeur des appuis, des poteaux, et la hauteur 30. Donc, je vais aller ici et je vais sélectionner poutre en béton armé. Et pour la section, je vais choisir ici les poutres. Je vais nommer ça poutre de largeur 30 cm. Non, de largeur 20 cm et de hauteur 30 cm. Donc, la première poutre, je vous ai dit que, ok, c'est cette poutre-là, ici, là. Numéro 1. Numéro 2, c'est une poutre continue. Comme je vous ai dit, si j'ai la possibilité de réaliser une poutre continue, pourquoi pas. Bah, troisième, je suis en train de respecter le choix du médecin de plan. Donc la poutre 3, c'est quelle poutre? C'est ça. Regardez ici, il y a une partie en porte-à-faux. Cette partie-là. Donc d'ici jusqu'à 1 mètre après le mur voie. Donc c'est-à-dire d'ici jusqu'à ici. Il y a une partie de 1 mètre en porte-à-faux. Poutre numéro 3. La poutre numéro 4, c'est celui-là, d'ici, là. La note de préférence, c'est désactiver le croquis déprofilé. Et pour garantir que vous avez bien choisi et bien sélectionné le mieux considéré. Bah, je vais activer le croquis. Je continue. La poutre 5, statique, ici. Ici, jusqu'à ici. Bah, la poutre 6, ici jusqu'à le mur bord. Parfait. La poutre 7, elle est parallèle à la poutre 3, donc d'ici jusqu'à une partie en porte-à-faux. Regardez, avec la création des lignes de construction, ça simplifie beaucoup la modélisation. Ben, on continue. On est arrivé à 7, 8. 8, elle est parallèle à 7. Pratiquement la même chose. Ici, jusqu'à 1 mètre de portée, de la longueur du console. Juste pour vérifier parfois. Okay, très bien. La poutre 8 a été bien réalisée. La poutre 9, c'est une poutre continue sur toute cette travée-là. D'ici jusqu'à... Non, regardez. Parfois, okay. Parfois, il faut faire attention. L'origine, si vous avez effectué une erreur au niveau du choix de l'origine, cliquez sur échappe. Il revient à l'origine. Donc, origine, extrémité. C'est pas fait. On arrive à la poutre 9. La poutre 10 continue à 2 travées jusqu'à la poutre 7.
jusqu'à la poutre 10. Jusqu'à le mur voile. Et par la suite, on continue jusqu'à notre extrusion. Dix, 11, 12, laquelle? 12, c'est l'incliné. Du mur voile vers le mur voile. Ici. Bien sûr, je suis en train de respecter le plan sans aucun critique. Ok? Mais, sans aucune critique parce que je suis en train de respecter les données. Vous avez ici une partie en arc. C'est ça? Ok. Le arc, il est du rayon combien? Du rayon 3 mètres. Donc ça commence. Ah oui. Il est où exactement? Donc c'est ça. Ici, le centre de l'arc. Pour finir avec cet étage-là. Oui, c'est ça. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ok. Je vais créer. Je vais créer parce que je dois créer des lignes de construction pour la partie inférieure. Selon quel axe? Selon l'axe Y. Ok? Vous me suivez, hein? Vous avez des questions, bien des remarques, essayez de me suivre. Mais, donc, c'est important comme modélisation parce que, comme je vous ai dit, c'est composé de murs voiles et des éléments barres, poteaux et poutres. À part ça, vous allez avoir une partie en arc. Mais, donc, je reviens au plan XY. C'est ce plan-là. Et bien évidemment, regardez maintenant la vue en plan, la vue au niveau des axes. Donc, on va créer au niveau du Y, et X, pourquoi pas, 4 espacements vers l'arrière. Donc, par rapport à 0, je vais créer 4 espacements de moins 1. Et pour Y, je vais créer 4 espacements de moins 1. Et ça. Donc, ok. Voici, qu'est-ce que vous avez finalement? J'explique. Ok. Donc, vous avez ici une partie, pas en console, mais un plancher sous forme d'un demi-cercle. Et vous avez aussi, là, 5 poteaux, à part les poteaux qui ont été déjà créés. Ok. L'idée, c'est quoi? Ok. Combien d'espacements vous avez? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois créer combien de nœuds? Je dois créer 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Pour un cercle, 2 rayons, 3 mètres. Je suis en train de chercher l'idée. Donc, ok. Je reviens ici dans Polyline. Et je vais créer un polyline. Un arc, bien évidemment. Et je vais générer des barres. Avec cette commande, qu'est-ce qu'elle va faire au bout? Je vais créer ici un arc composé de... Oui. Je vais créer une barre sous forme d'un arc pour préciser les nœuds que représente l'emplacement des 5 poteaux qu'on va créer. Regardez ici l'option. L'option, c'est discrétiser l'arc. En combien de morceaux vous voulez décomposer votre arc? Et puisque j'ai ici 6 espacements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais discrétiser l'arc en 6 morceaux. Chaque morceau représente l'espacement entre
البوت. باهي. Un, 2, 3. Donc ici, avec cette commande-là, c'est l'origine, l'extrémité de l'arc et le centre. Donc voici l'origine, voici l'extrémité et voici le rayon. C'est exactement ça. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, robot? Il a créé des barres. Mais le plus important pour moi, ce sont ces nœuds-là que représentent l'emplacement des 5 poteaux qu'on cherche à créer. Donc, je n'ai pas besoin de ces barres-là, je vais les supprimer afin de garder uniquement les nœuds qui représentent l'emplacement et la position des poteaux qu'on va créer. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Uniquement de sélectionner le poteau, d'aller dans édition, transformer par translation, et donc d'ici là, d'ici là, d'ici là, d'ici là, et d'ici là. C'est ça. Et bien évidemment, on va créer par la suite, normalement, il s'agit bien d'une dalle pleine, c'est ça. Et donc, on va créer des dalles appuyées sur, je vais vérifier ici, parce qu'il y a une poutre ou bien une dalle directement. Regardez ici, la dalle elle est directement appuyée sur le poutre. Mais sinon, on peut créer une poutre. Allez, je reviens ici sur la même commande, Polyline, et je vais choisir Polyline, et je vais créer un arc avec la création des barres. Et je vais désécuritiser la barre en 6. Là, pour créer les poutres de fermeture type panneau en haut. Donc, l'origine, c'est celui-là. L'extrémité, c'est celui-là. Et le centre, c'est celui-là. Ok, je reviens à l'origine, le point numéro 1. Donc, regardez ici, on a créé des poutres. Là, c'est mieux. On ne peut pas avoir une dalle appuyée directement sur le poteau. On risque d'avoir un problème comment dirais-je, de poinçonnement. Ben, c'est ça. Donc, on a créé maintenant le RDC. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Bien sûr, bien évidemment, on va parler ici et on va créer maintenant les dalles. Ok? Donc, vous avez ici des dalles pleines. Vous avez ici l'éclair d'après le modèle ici que les dalles choisies, on va parler bien évidemment sur les différents types des planchers rencontrés dans le domaine génie civil. On va parler des planchers en col creux avec des briques en terre cuite ou les ourdis, bien précisément, ou bien par des autres bouts, des dalles préfabriquées, des planchers en col creux avec des éléments préfabriqués. On va parler des dalles pleines, on va parler des dalles alvéolées, on va parler des dalles mixtes, on va parler des pré-dalles, on va parler de différentes dalles, mais pour le moment, pour avancer dans notre modélisation, il s'agit bien des dalles pleines d'épaisseur 5 cm. Donc, là, on va parler bien évidemment de la même méthode qui a été déjà créée, utilisée l'autre fois pour la création. Donc, on va revenir toujours à la commande Polyline pour créer les différents panneaux de dalle. Regardez ici, vous avez un panneau de dalle d'épaisseur 16 cm. Donc, je reviens ici, tout simplement, je clique sur panneau, sur 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a créé le panneau numéro 1. Panneau numéro 2, c'est le Japon. 1, 2, 3, 4, et 5. On continue. Donc là, vous avez ce panneau-là. 1, 2, 3, 4, et 5.
toujours dans les géométries classiques. Donc là, dans les panneaux rectangulaires, je vais aller un peu vite. 1, 2, 3, 4, continue. Donc, en respectant toujours le choix de l'ingénieur. Après, il faut préciser. Hein? Vous savez que pour les dalles pleines, vous avez une condition à vérifier. Il y a un coefficient alpha qu'on doit calculer. Et alpha égale à quoi? Égale Lx sur Ly, la petite dimension, sur la grande dimension. Si cette valeur-là, elle est inférieure à 0,4, selon le BAO 81, ou bien elle est inférieure à 0,5, selon le code 2. Donc, c'est un panneau qui porte d'un seul sens. Et le sens porteur, c'est la petite dimension. C'est selon la petite dimension. Si alpha, elle est supérieure à 0,4, ou bien elle est supérieure à 0,5 pour le code 2, donc c'est un panneau qui porte dans deux sens. Donc, ici, lorsque j'affiche, en utilisant la commande bouton droit, attribut et dans panneau, on affiche la direction de l'épatation de la charge, bien évidemment, afin de choisir le sens porteur de votre panneau que vous avez créé. Ok? Bien. Je continue. Là, je continue avec la troisième partie. C'est la dernière partie. Bien. Regardez, tout ça, il s'agit bien d'un seul panneau. Et vous avez quoi? Vous avez la forme irrégulière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour la création de ces dalles-là de forme rectangulaire, vous pouvez utiliser la commande objet parce que vous avez rectangle parmi ces commandes-là. Mais ici, maintenant, je suis obligé de travailler avec la commande contour parce que je vais créer une surface dans la forme irrégulière. Avant de continuer, donc je dois créer ici une nouvelle épaisseur et je vais nommer ça dalle pleine bâtiment. L'épaisseur c'est 16 cm. C'est en 24. Et je vais sélectionner tous les panneaux, toutes les dalles, tous les panneaux de dalles qui ont été déjà créés sans oublier. Faites attention ici parce que parmi les objectifs qu'on cherche à partir de cette modélisation, c'est d'effectuer un calcul de son de charge correct afin bien évidemment d'estimer les charges appliquées sur les charges appliquées sur les différents éléments afin d'effectuer, calculer, dimensionner tous les éléments de la structure. Ben, je continue. Donc, kiff, attendez-moi. Donc, donc là, qu'est-ce que vous avez? Donc, quand même, on a. Ici, c'est de longueur 4 mètres. Mais ici, j'ai fait 3 mètres uniquement. Ah oui, c'est une erreur. Hein. Je dois corriger ça. Ce panneau-là, ce mur-voile-là, comment j'ai oublié ça? C'est de longueur 4 mètres. C'est de longueur 4 mètres. Donc, bon, je peux faire ça
manuellement. Je clique ici 2 fois. Donc toujours, il y a un problème. Pas 4 mètres. Jusqu'à arriver au niveau de le mur voile incliné. Ok, très bien. Dès le début, est-ce que j'ai fait une erreur? Attendez-moi. Ah oui, au début, elle a commencé avec 3 mètres. C'est pour cette raison. Ok, puis elle a plongé le mur voile jusqu'à l'intersection du mur voile avec. Et elle est où la poutre? J'ai créé une poutre. J'ai créé une poutre. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est quoi la méthode que je vais utiliser pour prolonger? On ne peut pas prolonger une barre, un panneau avec repos. On peut uniquement prolonger des barres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je vais créer une barre de ce nœud-là jusqu'à la poutre. C'est ça. Pour préciser la fin où il va arriver le mur voile. Il va arriver au niveau du nœud numéro 50. Donc je clique ici, je clique 2 fois et je prolonge. C'est très important ça, parce que comme je vous ai dit, on n'a pas la commande au robot. Avec le robot, on ne peut pas prolonger un mur voile, un panneau de façon générale. C'est pour cette raison j'ai créé une barre afin de préciser l'intersection de la barre avec la poutre numéro, je pense, 12. Ouais, c'est ça, 12. Et donc maintenant, puisque heureusement j'ai utilisé la commande maintenant, donc je peux prolonger les deux côtés au même temps. C'est important. Donc, allez, kiff kiff, regardez ici, vous avez un panneau de forme irrégulière. Et donc, je reviens ici dans Polyline. Polyline, panneau, et je vais sélectionner les extrémités du panneau construit. Très bien. Kiff kiff de même, il s'agit bien d'un panneau de dalle d'épaisseur 16 cm. Donc je clique ici sur le bouton droit attribut et pour bas, je vais cocher. Ah c'est ça, j'ai fait ça. Les jantes par couleur afin de préciser. Là, c'est une méthode qui vous permet de vérifier si vous avez créé une barre différente de section, bien évidemment. De sections différentes par rapport les sections données dans l'exercice. Le problème maintenant, bon c'est pas un problème, mais la partie qui nous manque, c'est bien qu'il nous reste, c'est de créer une dalle pleine sous forme d'un demi-cercle. Okay. C'est simple. Puisque vous avez cette commande-là pour les lines, on peut créer un panneau dans Robot. Elle va vous donner la possibilité de créer un panneau composé des barres linéaires et des barres sous forme d'un arc. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je peux créer un panneau directement sous forme linéaire, donc comme ces formes-là déjà créées, ou bien on peut créer un panneau dont il est composé d'une partie linéaire et une partie sous forme d'un arc. Mais il faut faire attention là. Regardez ici, bon, je vais commencer par la première partie droite. Donc ici, ça commence ici jusqu'à là. Et par la suite, je vais changer en arc. Et qu'est-ce qu'il va demander au robot? 1, l'extrémité 2 et le centre c'est le 3. Donc 1 déjà créé,
Je vais aller à 2 et le centre. Hop, a été créé. Je répète, même pour les panneaux sous forme d'un arc, ou bien de forme d'un demi-cercle, ou bien d'un cercle, vous pouvez ici utiliser cette commande-là. Mais puisque notre panneau il est composé d'une partie linéaire et une partie sous forme d'un arc, donc, on a cliqué sur linéaire pour créer la première partie, on va sur arc pour créer la deuxième partie. Et maintenant, je reviens ici dans épaisseur élément fini et je clique sur d'un trait. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé. Donc maintenant, puisqu'on a terminé, je peux cliquer sur bouton droit attribut et pour structure, je vais désactiver l'affichage des listes de construction. Et vous avez maintenant le modèle a été parfaitement créé pour votre bâtiment qui est composé par des poteaux et par des murs voile porteurs ainsi que des éléments verticaux qui sont les poutres et avec des panneaux de dates de différentes formes, les formes carrées, rectangulaires, les formes les formes irrégulières ainsi que les formes arc, ou bien demi-cercle. Vous avez des questions? Et bon, est-ce que vous pouvez répéter ce travail-là? Donc, on a essayé. Je vais vous envoyer les documents, bien évidemment, le modèle. Essayez de répéter ça parce que c'est un très bon exemple qui a été choisi afin de vous permettre de maîtriser les différentes commandes que j'ai utilisées pour la création des différents éléments qui constituent cette page-là. Si vous avez des questions, sinon je vais continuer. L'année obligatoire de créer les panneaux de dalle un par un ولا نجموا كما في ارش معناتها نجموا نقسموهم بعض. Là, vous pouvez, là, bien évidemment, ici, ok, ici on peut, avec robot, on peut dimensionner, on peut effectuer les calculs périage pour les dalles pleines qui ont été créées. Mais de point de vue calcul des centres de charge, vous pouvez créer un seul panneau pour la totalité de la partie de votre plancher. Sauf que dans le robot, vous n'avez pas la commande décomposée. Vous n'avez pas la commande décomposée comme dans Arch. Dans Arch, on peut créer un panneau de dalle sur la totalité de votre plancher. En bas, vous pouvez, bien évidemment, vous pouvez utiliser la commande décomposée pour avoir la décomposition. Ici, non. Ici, c'est pas faisable parce qu'on n'a pas la commande décomposée panneau dans robot. Donc, c'est pour cette raison que j'ai créé un par un. Ok. Mais comme je vous ai dit, donc, du point de vue calcul des centres de charge, créer un seul panneau ou bien créer un seul panneau ou bien des éléments composés, c'est critique. Sauf que il faut faire attention. لازم تعمل ريبارتيسيون معناتها على لي بوت. Effectivement, c'est ça. Du point de vue répartition de charge, vous n'avez pas le même sens porteur. Vous n'avez pas le même sens porteur. Et donc, dans ce cas-là, il faut créer, comme j'ai fait, des panneaux isolés. Ok? Donc là, c'est faisable de créer un seul panneau. Mais vous n'avez pas dans le robot la commande décomposer. Allez, on doit décomposer. Pourquoi on doit décomposer le panneau qui a été déjà créé? Parce que tout simplement, vous avez des panneaux de différents sens porteurs, différentes répartitions de charge. Et donc, là, vous êtes obligé de créer un par un. Et comme je vous ai dit, allez, pourquoi on est en train de créer tout ça? Pour créer un modèle dont on peut exploiter les résultats afin d'effectuer un calcul du centre de charge et essentiellement déterminer les différentes charges appliquées sur les différents éléments de la structure afin de dimensionner les poutres, les miroirs et les poteaux et par la suite
la fondation en termes de cemento isolé pour les poteaux et de cemento blanc pour les murs en bois. Mais, bien sûr, vous avez maintenant, ok, donc là, il s'agit bien d'un RDC, et donc, du point de vue modélisation, on a terminé, mais n'oubliez pas maintenant d'appliquer les charges, bien évidemment. Et les charges sont de deux types, de types, c'est-à-dire des charges surfaciques et des charges uniques. Et vous avez deux natures de charges, les charges permanentes et les charges d'exploitation. Ok, donc je cherche, l'objectif dans cette séance-là, c'est d'avancer au niveau de la modélisation. Et par la suite, on va parler des différents panneaux, des différents types de planchers. Et on va effectuer, bien évidemment, dans une dernière partie, on va effectuer le calcul, plutôt le dimensionnement des différents éléments. Mais, je vais regarder ici le document, qu'est-ce qu'il a indiqué comme... Ok, on a terminé avec ça, effectivement. Pour les charges, donc vous avez une charge permanente égale à 0,331 plutôt, tonnes par mètre carré. Et pour les charges d'exploitation, vous avez 110 kN, bien 0,1 tonnes par mètre carré. Pour les murs extérieurs, on va appliquer une charge égale à 800 kN, 800 kg, 0,8 tonnes pour les murs extérieurs. Et pour les murs intérieurs, vous avez des murs décroissants dont le poids égal à 0,1 tonne par mètre linéaire. Mais, une remarque importante, parce que puisque il nous a demandé d'appliquer une charge permanente égale à 310 tonnes par mètre carré, donc sûrement c'est la charge du revêtement. Allez, le poids total de la dalle, il est beaucoup plus important que 310 pour une dalle pleine. Mais c'est à l'ordre de 600 à 810 kN par mètre carré. Mais ça représente quoi le 800? Ça représente le poids propre de la dalle pleine, puis plus le poids propre du revêtement. Puisqu'il a indiqué ici qu'on doit appliquer 310 kN par mètre carré, donc là, on est obligé d'utiliser dans le modèle des panneaux de dalle de épaisseur 16 cm. C'est la première méthode. Sinon, il y a des gens qui cherchent à dimensionner les poutres et les poteaux uniquement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser la même commande pour les dalles, mais ils vont cocher bardage ou bien pas. Ils vont créer des surfaces uniquement, dont on doit préciser le sens de l'équation de charge. Mais il faut faire attention. Après, dans l'application du poids propre, il faut appliquer une charge permanente qui est égale à quoi? Qui est égale à 0,31 donné dans l'exercice qui représente le poids de revêtement plus 25 kN. Il faut faire attention, ici c'est 25 kN. Poids volumique béton armé multiplié par l'épaisseur de la dalle qui est égale à 0,16 mètres. Donc, voici le poids total de la dalle. Ok? C'est-à-dire le poids total de la dalle. Puisque on va générer le poids propre automatiquement avec robot, donc considéré par robot, cette partie-là. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter uniquement le poids propre du revêtement au-dessus de la dalle en béton armé. Donc là, il faut faire attention, sinon, parfois, les gens appliquent le poids propre deux fois. Ils considèrent des panneaux d'épaisseur 16 cm, et après, ils vont appliquer la totalité de cette charge-là sur la dalle. Comme si on va compter deux fois le poids propre de la dalle. C'est juste une remarque là où vous devez faire attention. Il faut faire attention ici, c'est que 0,31 c'est en tonnes et le 25 c'est en kilonewton par mètre cube. Et vous savez que 1 kilonewton égale à 100
attendez-moi, 1 kN, donc c'est 1 kN, donc c'est 1000 newtons, donc c'est 100 décanewtons. Et 1 tonne égale 1000 décanewtons. معناتها 1 kN égale 0,1 tonne. Donc, maintenant, ça représente quoi? 2,5. Okay? Si vous cherchez à bien calculer cette quantité-là. Donc, maintenant, puisque on a considéré pour ces surfaces-là une épaisseur et un panneau, donc vous avez besoin uniquement d'appliquer comme charge permanente uniquement le poids du revêtement. La première chose à faire, c'est de considérer d'appliquer le poids propre des éléments de la structure, y compris les dalles, les poteaux, les poutres et les murs en bois. On va travailler avec définir cas de charge et définir charge. Cas de charge pour nommer et pour ajouter cette charge-là, et définir charge, c'est pour l'appliquer. Ok? Donc, je vais commencer par cas de charge. Et la première charge, c'est le poids propre des éléments de la structure. Donc, puisque c'est la première charge qu'on va créer, plus que ça, il s'agit bien d'une charge permanente, et donc le robot, elle va considérer automatiquement le poids propre, elle va calculer automatiquement le poids propre de la structure. Donc, avec cette petite démarche, le poids propre de tous les éléments de la structure a été considéré. Donc là, le poids propre des dalles pleines a été considéré, a été calculé. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter des charges supplémentaires. Pour les dalles, on va ajouter le poids propre du revêtement. C'est pour cette raison, j'ajoute ici poids propre. Najmou, on peut intégrer ça dans la charge numéro 1. C'est faisable, les deux. Mais le plus important, même si vous avez créé deux dalles, il faut faire attention que dans la nature, il faut sélectionner permanente. Définir charge, il s'agit bien d'une charge surfacique, uniformément répartie. L'intensité ici en 10 kN. Pour simplifier, je vais aller dans Outils, Préférences de la tâche, dans Unité et format, et les formes, je vais choisir tonnes comme unité. Ok, je dois vérifier ici. Donc, le poids propre comme étant une charge permanente appliquée sur les différentes familles de dalles, 0,31 tonnes par mètre carré. Donc maintenant, je reviens à définir charge surfacique répartie uniformément, moins parce que Z est dirigé vers le haut, moins 0,31. Il faut faire attention là, tout le monde. Comme je vous ai dit, comme vous avez, on a parlé de ça juste pour faire, j'insiste, mais rapidement parce qu'on a parlé de ça. Toujours, il faut faire attention parce que dans le robot, vous avez deux repères. Le repère global de la structure entière, c'est ce repère-là qui se trouve en bas à gauche, et vous avez le repère local de chaque panneau. Puisque par défaut, elle va tenir compte de la charge par rapport au repère global, il faut le garder ici, Z vers le haut, donc c'est moins 0,31. Ajouter, et je vais cliquer sur les différents panneaux. C'est bon. Afficher la valeur ici, description des valeurs de la charge, donc c'est 0,31. Donc là, maintenant, si on a les charges permanentes, toutes les charges ont été déjà considérées, à part, et bien sûr, les charges des murs sur les poutres. Mais pour
les éléments qui existent dans notre modèle maintenant, tous les éléments, le poids propre des différents éléments a été déjà considéré. Et c'est très important. On passe maintenant à une autre charte de même type, c'est facile, mais exploitation. Je vais changer ici le type, la nature plutôt, la nature. Le même type, mais de nature différente. Je passe maintenant à l'exploitation et je vais nommer ça charge d'exploitation. Charge d'exploitation. Et l'intensité égale 110 kN par mètre carré. Bon, c'est bizarre, hein? Normalement c'est 150 pour les planchers intermédiaires et 100 pour les planchers terrestres. Mais ok, bon, je vais respecter parce que c'est une application. Charge surfacique, intensité moins 0,1. Appliquer, ajouter, appliquer sur. Normalement, c'est 150 d'une part, et d'autre part, pour les balcons, normalement c'est un balcon ici, pour les balcons, il faut appliquer une charge égale 350 kN par mètre carré, comme charge d'exploitation pour les balcons. Bien sûr, j'ai essayé de détailler, mais aussi d'aller doucement au niveau de la modélisation de la rez-de-chaussée, mais bien sûr, pour aller vite, je vais considérer que la hauteur sous plafond 3,2, même pour les autres étages, pour l'ANA, copier rapidement les étages et pour créer, c'est ça, rapidement, parce que ce n'est pas uniquement l'objectif de la modélisation, mais c'est aussi le dimensionnement et le calcul des différents éléments de la structure. Reste quoi? Bien évidemment, reste, pour finir avec les chartes, reste l'application de la charge des murs, la charge des murs sur les poutres. Et vous avez deux charges, 810 kN par mètre linéaire pour les murs extérieurs et 110 kN par mètre linéaire ou bien 0,1 tonne par mètre linéaire pour les murs intérieurs. Okay? Donc, j'arrive ici, kiff, on peut assembler, considérer toutes les charges permanentes sous le nom d'un poids propre, parce que le poids propre des dalles, le poids propre des poutres, le poids propre des poteaux, le poids propre des murs. Mais oui, ce n'est pas un problème parce qu'on va générer des combinaisons automatiques avec le permanent, poids propre des murs. Et cette fois-ci, il s'agit bien d'une charge sur base, l'unique. Et je vais appliquer moins 0,1 par rapport au repère global pour toutes les poutres intérieures. Ok. Donc, les poutres intérieures. Bien. Après, vous avez des poutres, à la fois, parfois, ils sont des poutres extérieures, parfois, ils sont des poutres intérieures. Donc là, vous avez une poutre soumise à deux charges différentes. Sur cette partie-là, par exemple, vous allez appliquer 800. Sur cette partie-là, vous allez appliquer 100. Bon, uniquement, bas sur le plancher terrasse, on va appliquer uniquement la charge de la cautère sur le périphérique du bâtiment uniquement. Si pour cette raison, je vais changer la commande et je vais travailler avec charge trapézoïdale. Parce que ici, elle va nous permettre de spécifier la densité ainsi que la longueur de la charge. Ok? Donc, la nage, je vais commencer par moins 0,8. Moins 0,8. Et je vais choisir absolu pour spécifier la longueur de la charge.
Regardez ici, j'ai besoin de revenir ici. 1, 2, 3, 4, 5 mètres. 5 mètres, la zone pour l'application de cette charge-là. 5 mètres. Par rapport à Z, moins 0,8. Et par rapport au repère global, et par selon l'axe Z, et sur une distance égale à 5 mètres, et d'intensité moins 0,8. Ajouter, et on clique sur cette extrémité-là pour considérer l'origine de ce côté-là. En bas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mètres. Non, plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mètres, une charge égale moins, au lieu de moins 0,8, c'est moins 0,1. Ajouter. Ici. Bien sûr, ça existe. Ah, c'est pas. Ah, oh. Ok, c'est simple. Au lieu de mettre 6, j'ai mis 5. Mais c'est pas un problème. Je clique ici sur le bouton droit, modifie la propriété de la charge. Non. Ok. Je vais mettre ici, ici. Non. Je vais supprimer cette charge-là. Bouton droit, supprimer. Ok. Et je reviens ici. Barre trapézoïdale, moins 0,1 sur 6 mètres. Et on clique sur ce côté-là. Et c'est très bien appliqué. Pour ces barres-là, donc c'est moins 8. On n'a pas un problème. Moins 0,8 plutôt. Là, vous avez un mur extérieur. Pour cette barre-là, vous avez, pour cette poutre-là, comme pour cette poutre-là, comme pour cette poutre-là, vous allez avoir moins 0,8. Donc, on a considéré les charges permanentes et les charges d'exploitation. Peut-être ici, c'est exagéré 0,8 parce que ici, normalement, vous avez un balcon. Ok. Et donc, normalement, ici, il faut considérer la charge de la clôture uniquement. Ça, on peut dire que c'est moins 0,285. Et, ok. Je clique sur le bouton droit, propriété de la charge, au lieu de moins 0,8, moins 285. De même, ici, bouton droit, propriété de la charge, au lieu de moins 0,8, vous allez avoir 285. Parfait. Très très bien. Donc la charge. Maintenant, on peut dire que toutes les charges ont été appliquées pour votre structure. Toutes les charges permanentes et exploitation. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? C'est uniquement de, comme je vous ai dit, juste pour accélérer. Hein. Donc, là, non, je peux, je vais montrer ça. On va garder les mêmes données. Donc, je vais sélectionner le bâtiment. Toutes les barres, normalement, ont été vérifiées. Toutes les barres ont été sélectionnées. Après, je vais aller dans édition, transformer par translation. Et ici, là. C'est parfait. Voilà. Je vais créer le deuxième étage. Juste, c'est faisable de
diminuer la hauteur. Ensuite, je peux sélectionner les nœuds de la partie supérieure uniquement. Et je peux déplacer ça vers le bas. C'est ça. Je peux aller dans Édition, transformer par translation avec un déplacement d'une distance 0 selon x, 0 selon y. On n'a pas déterminé à 3,2. Je vais diminuer de ça de 0,2 pour avoir une hauteur sur plafond égale 3 mètres. Je vais essayer. Appliquer. Ah non. C'est pas faisable parce que je dois revenir ici afin de modifier la partie numéro 3. Et manuellement, c'est ça. C'est bien. Après, donc, double-clic sur le coin. Reader, نستعمل la commande panneau directement. Les deux côtés vont descendre en même temps. C'est un avantage. Par contre, si je vais utiliser la commande Polyline, كل واحدة تمشي خطوة. Donc, c'est juste la remarque. C'est bien. Base. Donc, je vais sélectionner l'ensemble. Et cette fois-ci, édition, transformé par... Non. Ah. Oui, sélection d'ensemble. Édition, transformé par translation, 0, 3 mètres. Une fois pour créer, puis une troisième, pour appliquer, pour créer les trois étapes. Donc là, sauf que, ah oui, les appuis pour les, j'ai répété, ok. Donc c'est pour cette raison, je vais cliquer sur intérieur des panneaux et je vais supprimer tous les appuis. J'ai copié les murs voiles et j'ai gardé aussi ces appuis. Donc je vais cliquer sur mettre la flèche de fond supprimée. Ok. Bon. C'est ça. Cliquez sur le panneau configuré. C'est ça. J'ai pas fait attention malheureusement. Mais ça. Oui. Très bien. Sinon, comme ça, la charge ne va pas être transmise vers l'autre mur voie, évidemment. Pour cette raison, il faut faire attention. Les appuis, c'est uniquement au niveau de la bande.